suis avec des spécialistes de la filière des semi-conducteurs. Et c'est vrai que depuis la pénurie qu'on a connue pendant le Covid, beaucoup d'évolutions ont eu lieu, beaucoup de leçons ont été tirées. Et on va faire le point sur les enjeux aujourd'hui. Je commence par vous, Madame Frédérique Legrevesse. Je le disais, vous êtes présidente de ST France. Alors, à quoi servent ces semi-conducteurs dans une industrie qui est mondialisée? Puis, un petit mot quand même de ST, parce que, je l'ai entendu déjà en préambule, vous êtes un peu invisible, les semi-conducteurs, ça se mesure en nanomètres, et en vérité, on vous rencontre toute la journée. Donc, c'est bien quand même de préciser la place de ST dans ce domaine, si vous le voulez bien. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là aujourd'hui. Effectivement, alors beaucoup de choses ont été dites au travers des deux premières interventions. Les puces sont effectivement partout, dans tous les objets du quotidien, mais elles permettent quoi en fait ces puces? Aujourd'hui, on a deux grands défis qui sont à la fois la digitalisation et la décarbonisation. Et c'est vrai que grâce aux puces, eh bien tous les objets du quotidien deviennent plus connectés, plus intelligents, mais aussi moins énergivores. Donc c'est grâce aux puces qu'on permet bien sûr l'électrification, je pense qu'on y reviendra sûrement sur les voitures, mais aussi l'électrification potentiellement des objets volants. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et après peut-être, alors il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés dans les deux premières interventions, peut-être quelques chiffres supplémentaires. Par exemple, en 2023, on a franchi un cap historique avec la production de plus de 900 milliards de puces. Donc je trouve que c'est quand même, voilà, il faut se rendre compte, ST à lui seul, c'est plusieurs milliards de puces qu'on fabrique chaque année. Donc effectivement, ST est présent dans le monde. En France, comme on est ici à Paris aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 12 000 collaborateurs. L'année dernière seulement, on a embauché plus de 1000 personnes. On a 13 sites. Alors on a parlé, Monsieur Courbe a parlé du European Chip Act. Il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, au travers du Chip Act, on peut avoir des aides sur les capacités de production. C'est la première fois. Avant, ça n'existait pas. Et c'est absolument nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a des Chip Act à peu près dans toutes les régions du monde. On a parlé des États-Unis, on a parlé de la Chine, de la Corée, du Japon, de l'Inde. Et donc, si on n'a pas le Chip Act en Europe, on ne peut pas continuer à investir. Aujourd'hui, vous avez 3 projets qui ont été approuvés par la Commission européenne. J'en suis très fière parce que les 3 seuls projets sont des projets menés par ST. Donc celui que nous avons fait en Isère à Crolles, où on a annoncé avec notre partenaire Global Foundry un doublement de la capacité de production. Donc c'est un projet qui est à 7,5 milliards d'investissement sur une usine en brownfield, même pas en greenfield. Donc vous imaginez les investissements sont ce qu'on appelle CAPEX intensive, et 2 projets dans notre usine de Catagne pour 5 milliards de dollars d'investissement. Donc oui, ST investit en Europe et il est nécessaire de continuer d'investir. Monsieur Courbe a parlé aussi des projets PIEC qui nous permettent d'investir en recherche et développement, ce que nous faisons. Et peut-être un dernier mot, parce que les deux ont mentionné l'écosystème. Et je suis ravie aujourd'hui d'être avec ces messieurs autour de la table, parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faut que toute la chaîne de valeur soit impliquée, à la fois au niveau de la chaîne amont, mais aussi de la chaîne aval. C'est tous ensemble, les grands groupes, les start-up, les ETI, les PME, qu'on pourra avancer, et surtout en Europe, je vais dire, serrer les coudes. Merci. Et juste pour entrer encore plus dans le vif du sujet, pourquoi cette industrie est-elle un levier de souveraineté selon vous ? Parce que si en Europe on n'investit pas, ça veut dire qu'aujourd'hui les
les puces seraient fabriquées beaucoup plus loin. Une fois de plus, on a des belles entreprises en Europe. Il faut pouvoir les aider, même si nos puces aujourd'hui traversent, je dirais, les continents avant d'arriver dans l'objet définitif. J'imagine que tous dans la salle ici, si vous n'avez pas déjà mis les pieds dans une salle blanche, vous savez de quoi il en retourne. Et les puces aujourd'hui, dans la partie front-end, donc quand vous avez le wafer et les puces sont imprimées sur le wafer, le wafer passe à peu près entre 3 et 4 mois dans ces usines. Elles sont ensuite envoyées dans nos usines back-end où elles sont découpées. C'est encore quelques mois. Donc pour faire une puce, il faut entre 5 et 6 mois. Et on en fait des milliards par an chez ST. Donc je pense que c'est important aussi de bien avoir ça en tête. On fait pas... Alors j'ai passé beaucoup de ma carrière dans l'automobile. Une voiture qui est un merveilleux objet, bien sûr ça demande beaucoup de travail, mais l'assemblage ne prend qu'une journée. Les puces, il faut plusieurs mois. Merci beaucoup Christophe Gaudron. Effectivement, vous êtes partenaire Renault Group de ST et surtout, vous allez nous parler de l'électrification, tendance importante dans le domaine de l'industrie automobile. On voit de plus en plus l'impact des semi-conducteurs sur les prix des véhicules liés à l'électrification, au multimédia, aux véhicules autonomes. Donc avec des prix des semi-conducteurs qui augmentent, vous pouvez nous parler de ce phénomène et comment vous le vivez chez Renault? C'est plutôt le poids des semi-conducteurs dans le prix de la voiture qui augmente. Les prix des semi-conducteurs, on essaie de les garder sous contrôle en tant que constructeur automobile. On voit, il y a 2 ans à peu près, dans la gamme Renault Dacia Alpine, on avait pour 600 € de semi-conducteurs, on est passé là à plus de 800, et un véhicule électrique dispose à peu près aujourd'hui 2000 € de semi-conducteurs. Donc c'est des choses qui augmentent fortement. Électrification, entre la batterie et le moteur électrique, donc tous ces systèmes d'inverteurs, de DC-DC très techniques qui, eux, font appel à de l'électronique de puissance, du digital et de l'analogique. On a également, évidemment, la partie multimédia. Vous voyez la taille de vos écrans, de vos systèmes d'infotainment là, qui augmente. La connectivité, il faut connecter nos voitures. Et puis, l'assistance à la conduite, l'ensemble des radars, des lidars et autres capteurs et caméras qui permettent finalement d'assurer et la sécurité et un certain nombre de prestations dans la voiture. Donc tout ça explique cette forte montée. On dit, dans l'automobile aujourd'hui, on était en 2022 à 71 milliards à peu près, et on va passer à 88. Donc c'est 88 en 2027-28. Donc on parle de 23% à remettre aux 8% qu'on a évoqué tout à l'heure dans l'ensemble de l'écosystème semi-conducteur. Donc l'automobile augmente plus, finalement, quasiment plus du double, voire le triple de l'ensemble de l'industrie. Et vous vous fournissez où ? Alors, le panel est mondial. Le panel est mondial. Finalement, on a un certain nombre d'acteurs européens. Majoritairement des acteurs européens, et évidemment pour un certain nombre de technologies, ces acteurs européens font eux-mêmes appel à des acteurs, par exemple taïwanais. Et donc la partie aval à forte valeur, amont à forte valeur ajoutée, Madame Grévès évoquait le front-end, est européenne, mais la partie aval, donc le back-end, est aujourd'hui malheureusement en Asie. Souvent, on parle du risque, de ce qui peut se passer en géopolitique entre la Chine et Taïwan quand on parle des semi-conducteurs. Et en préparant ce panel, c'est vraiment intéressant. Vous me disiez, on pense beaucoup au risque géopolitique, mais il y a d'autres risques, le risque climatique. Et vous m'avez parlé de quelques incidents pour nous rappeler la nécessité, effectivement, de prévoir des plans B. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Les différentes crises qu'on a subies, celle du capacitaire finalement, mais aussi des tempêtes au Texas, des inondations, des tsunamis au Japon, ont fait que on a développé... On peut peut-être le préciser, au Texas avait obligé Infineon, groupe européen,
fermé. Et NXP et Infineon, enfin Cypress précisément, a fermé pendant 3 semaines leur usine. Un tsunami au Japon avait rasé complètement l'usine Renesas de Naka. Donc quand on voit ça, finalement, on essaie de mettre en place des alternatives techniques. C'est ce qu'on a fait très ponctuellement sur un certain nombre de sujets avec ST, par exemple, pour pouvoir dire on a un plan A, une BOM, une liste de composants A, et puis une liste de composants B pour faire face. Alors la difficulté, c'est de faire ça sur tout, et ça, c'est très difficile. C'est coûteux. C'est très coûteux, surtout quand vous emmenez avec le hardware votre composant du software. Quand associé à ce composant électronique, vous amenez un développement software. Donc là, vous êtes en grande difficulté pour pouvoir doubler vos développements. Parce que là, vous perdez en compétitivité de votre voiture, évidemment, si vous doublez tout votre développement. Donc ça, c'est une notion de risque. Donc vous prévoyez des alternatives sur des composants vraiment critiques, alors ? Non, même critique on fait, mais pas sur l'ensemble de nos produits. On a des cartes électroniques où il y a 2500 composants, vous voyez. Donc là, pour pouvoir commencer à vouloir doubler tout, ce serait trop coûteux. Donc c'est une évaluation de risque et finalement, vous financez une assurance qui est un développement doublé, de la même manière que les uns et les autres, on finance de l'assurance pour tel ou tel risque. Oui, Madame Le Corvée. Juste peut-être rebondir sur les usines back-end en Asie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais chez ST, par exemple, une de nos plus grosses usines back-end se trouve à Malte, où on est le plus gros employeur, et aussi au Maroc. Donc, on vient aussi avec des solutions de plus en plus proches pour pouvoir justement avoir toute cette chaîne de valeur présente en Europe, ou en tout cas au plus proche et pas forcément en Asie. Alors, dans cette session, on évoque les secteurs principaux qui expliquent en quoi les semi-conducteurs jouent un rôle primordial dans leurs activités, dans la concurrence mondiale. On va passer, après avoir évoqué l'automobile, à la défense, l'aéronautique. Jean-Noël Mailleux, vous êtes chez Safran. Là aussi, il y a une demande croissante de semi-conducteurs. Ça sert à quoi ? L'intelligence, la connectivité. Si vous pouvez un petit peu présenter votre rapport avec les semi-conducteurs. Alors, on a les mêmes problèmes que mon voisin, mais puissance 10, parce qu'en plus, on a des produits qui ont besoin d'une longévité assez forte dans l'aéronautique. Alors, l'aéronautique, en effet, de la même manière que l'automobile, on vise à électrifier nos produits. On a de plus en plus de fonctionnalités, d'intelligence artificielle, de capteurs embarqués, quelles que soient les fonctions. Dans les moteurs, par exemple, les calculateurs des moteurs, qui sont des fonctions ultra critiques, comme vous pouvez l'imaginer, font appel à ces semi-conducteurs-là et ont besoin, par contre, d'une fiabilité, d'une certification et d'une longévité. Ce qui est parfois très différent de l'ensemble du reste de l'industrie ou de l'électronique grand public qui a, on va dire, des renouvellements assez rapides. Et donc, on aura besoin, pour décarboner l'aviation, de transformer tous ces produits-là. On a d'ici, dans les 20 prochaines années, environ 38 000 avions qu'on va devoir livrer, à la fois des nouveaux... Bravo. Voilà, on espère en tout cas, mais pour ça, il faudra qu'on ait des semi-conducteurs. Ouais. Vous voulez développer ? Après, donc ça, c'est la partie aéronautique. Et après, on fait aussi chez Safran un certain nombre de produits pour la défense, des équipements de défense, que ce soit de l'optronique, que ce soit des systèmes de guidage, et également du spatial. Donc, on accompagne aussi le New Space dans les communications sol-vol, dans les équipements des satellites. Et tous ces éléments-là font de plus en plus appel à l'électronique, évidemment, à l'intelligence artificielle, et donc vont faire appel aux semi-conducteurs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de volume, peut-être que les semi-conducteurs ne représentent pas 80% de vos achats, et pourtant, il manque une pièce, et il n'y a plus de moteur, il n'y a plus d'avion. Hein. C'est ça, c'est bien le problème, c'est que nous, on pèse malheureusement environ peut-être 1 à 2% de l'industrie du semi-conducteur. Et pourtant, on conditionne un business, mais également une activité de vous tous, si vous voulez voyager demain, prendre l'avion, on espère, ou aller avoir la liberté de vous déplacer, que ce soit avec des voitures ou avec des avions, on va devoir avoir des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, malheureusement, et malgré les investissements, et j'apprécie beaucoup les efforts de ST sur le sujet en Europe et des acteurs européens, et malgré, on va dire, le support de la communauté européenne et des gouvernements, on est très loin, très très loin encore, à la fois d'une indépendance, d'une autonomie et de la couverture complète de nos risques. Et aujourd'hui, là où la France ou les États-Unis investissent, la Chine et Taïwan investissent 5, voire 10. Et donc, c'est un enjeu. Un petit mot de géopolitique, peut-être un petit peu plus de défense dans ce monde
où les tensions sont multiples, c'est vrai que l'idée d'avoir toujours à demander l'autorisation aux Américains, un jour peut-être ça peut devenir extrêmement risqué. Et donc votre optique, c'est d'essayer de vous affranchir de cette dépendance, et vous dites qu'il faut des acteurs, des producteurs en France, parce que, voilà, je ne sais pas si on parle de leaders, etc., d'équipements dans la défense, mais là c'est plus que critique, quoi, hein. Notre souveraineté, c'est clair que c'est en jeu. Alors, si on parle de souveraineté, et là c'est un enjeu clé, hein, il y a en effet beaucoup d'acteurs américains. Les Américains, vous avez vu, comme en Europe, le Chip Act, ils investissent massivement, à des vitesses peut-être un peu différentes des nôtres, pour avoir en effet de la fabrication aux États-Unis. Donc c'est un de nos partenaires, hein, dans le monde occidental, on va dire, mais vous l'avez bien vu aussi, et je pense que certains dans la salle le connaissent, hein, dès qu'il y a des crises, il y a une préemption assez massive américaine sur leurs propres équipements et leur propre industrie, ce qui fait que l'accès, on va dire, des industriels européens ou autres aux équipements américains ou à la production américaine peut parfois être limité. Et donc, il est aussi indispensable d'avoir notre propre industrie, d'avoir une autonomie, et d'avoir une diversité aussi de la production, c'est-à-dire pas uniquement les tout petits nœuds qui sont le grand public, mais si on parle de souveraineté, il faut garder une diversité de notre production sur l'ensemble des technologies et pas seulement les toutes nouvelles qui concernent les téléphones. Donc pour être clair, vous êtes entre 20 et 100 nanomètres et vous dites, bon, c'est très bien d'avoir des capacités de production pour des composants destinés à l'électroménager, c'est très bien, mais peut-être que pour des soucis de défense, c'est bien de s'en occuper. Alors, en effet, on va dire, on utilise des technologies qui sont assez larges, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'utilise pas que les toutes nouvelles. Et parfois, l'intégration ou la certification de ces produits-là est un peu compliquée, et donc on utilise, on va dire, un spectre assez large, en effet, de taille un peu plus importante que les tout dernières, et surtout, comme on a besoin à la fois de robustesse et de durée dans le temps, on utilise aussi des capteurs qui ont été conçus ou des composants qui ont été conçus il y a quelques années. Monsieur Hussein Fakouri, ça doit vous faire plaisir, hein, patron de Scalinx, et vous êtes justement présent, si vous pouvez le préciser pour notre public, sur des secteurs critiques, hein, communication, défense. Hein, vous entendez, ils ont besoin de vous. La tendance est bonne. La tendance est très bonne et c'est une vraie opportunité pour les startups telles que Scalinx de rentrer et d'adresser ces marchés. Vous pouvez préciser un petit peu vos activités, les secteurs que vous adressez, si vous voulez bien. Tout à fait. Donc nous, on est une start-up qu'on appelle type fabless. Ça veut dire qu'on ne fait pas de production. Nous, on est vraiment focalisé sur la conception, donc tout ce qui est en amont. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, et je vous remercie de nous inviter, parce que la souveraineté, on l'aborde souvent du prisme de la production. On parle de fab, 2 nanomètres, 3 nanomètres. Alors qu'avant la production, il y a tout le cycle de conception et développement, et nous, c'est là qu'on intervient. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous ? On fait des systèmes on-chip très complexes, dont les fonctions cœur, donc sont des convertisseurs analogue to digital et digital to analogue, et ça va connecter tous les sensors, les capteurs et les actionneurs au traitement numérique, à l'IA, et c'est des fonctions clés dans tous les systèmes électroniques modernes. Et nous, effectivement, la souveraineté, on en parlait bien avant la crise du Covid. Je dirais que c'est même dans l'ADN et à l'origine de la création de la société, puisque c'est là qu'on a commencé par des marchés de niche dans le domaine de la défense pour les radios tactiques avec Thales. On a gagné notre premier contrat, on était une dizaine de salariés, parce qu'on avait vraiment un élément différenciant sur ces fonctions de conversion de signal qui sont critiques pour les systèmes de radio tactique, pour les radars. Et on développe ces puces soit sur des technologies FD-SOI, soit sur des technologies FinFET plus avancées. Ça dépend vraiment du marché et des besoins des clients. Alors vous dites que vous avez un savoir-faire unique, donc il faut comprendre que voilà, cette dépendance de l'Asie, c'est pas une fatalité. On a le savoir-faire, on a les ingénieurs, on a l'excellence académique en France et en Europe pour faire face et monter cette industrie des semi-conducteurs pour être moins dépendant. Absolument, et c'est ça la puissance du modèle fabless. Je rappelle au passage, on parle beaucoup d'NVIDIA, Apple. Ce sont des fabless, Xilinx, NVIDIA, Apple. Toutes ces sociétés sont des fabless. Donc on s'adapte en fonction du client, du marché. Soit on travaille avec des technologies plus avancées, FinFET en Asie, soit avec des technologies FD-SOI qui sont très efficaces d'un point de vue énergétique. Oui, tout à fait.
Thank you. We shift to English for Mr. Let Altimim. Thank you to be with us. You are the chairman of SEMI Europe. Please, if you can elaborate a bit to introduce this structure and tell us, I just said that you are a network of 3,300 companies in this network. And what does it mean for you to reduce the dependence and gain in sovereignty in this market? Sure. My apologies to speak in English, but a very good morning, and thank you for the opportunity. I'm Let Altimimi, President of SEMI Europe. It's a great pleasure to be here, and I think we talk about Europe and semiconductors. So I think the result of the COVID, as we all know, has really elevated the importance of semiconductors in our everyday of life. It's become a clear, essential component of the contemporary life. We also realize that it drives everything, from cars to healthcare, even toys, as well as telecommunication, as well as, healthcare. And the digital transformation, as we know, the more we move forward, then semiconductors will become even a more crucial element in enabling the future digital world. The semiconductors today, they are not only shaping the world we live in and defining the world we will live in, but they were also shaping the world economy. And you can see, with the European Chips Act, as the industry today is just under $600 billion global value, and is expected, and it has taken about 60, 70 years to get where we are today. And it is expected to double in the next 7 years. So you can imagine the exponential growth. The European Chips Act comes in, it's a crucial element to maintain first order as Europe's competitive advantage. The European Chips Act, and as you know, many World Chips Act have triggered since then, has three elements. One, it's opportunities, and this is great opportunities to invest in Europe to maintain its competitive advantage. And the first level is the manufacturing. As we know, Europe is very strong. Its centers of excellence are automotive, innovation, industrial. So many elements that Europe needs to maintain its competitive advantage, as well as innovation, world-class innovation. The European Chips Act first level is really investing in maintaining the global market share, and I think the target is 20%. But if you look at what we have seen is internally with the ST, with the Infineon, with the NXP, with the Bosch, it had enabled them to expand their capacity. This is by existing fabs, but also the capabilities to invest in the new fabs, 300mm lines, to maintain the target global market share. But it also has been a crucial instrument in attracting foreign investment so that it can be complementary to what Europe is strong at. And if we look at Intel investments across Europe, if we look at Wolfspeed and ZF investments, Global Foundries and ST investment joint venture, so it has promoted many global partnership models in order to be able to strengthen Europe's positioning. And the last but not least is, of course, the TSMC in Germany. So this is the second opportunity that the European Chips Act has provided. Moving forward, I think if you look at, this is the focus on the manufacturing. Moving forward, I think the idea is that what are the gaps? What are where we need to look at? But before we look at the gaps, we look at the challenges. $1 trillion by 2030 in 7 years. This brings, top 3 challenges for the industry to address. And this first one is talent. Second, which is not only number, but also new skills with the digital transformation. Second one is a climate. And this is, with the AI underpinned the industry investment and the industry exponential growth, this demands a tremendous amount of computing power. So we need to look at climate and how the semiconductor industry can be a strategic element on providing, the future environmentally friendly with the net zero. And the third one is the geopolitically induced supply chains. So these are the 3 that really drive a key element for Europe to maintain its strategic positioning in the global value chain as Europe, but also through collaborations with like-minded countries. So what is the priority to make Europe more resilient, in your opinion? So indeed, we look at the manufacturing with the European Chips Act, which, as I mentioned, the instrumental funding mechanism.
And the next one was the launch of the JU, the Investments of the European Chips Act, with the joint undertaking. This is investing 11 billion in 4 pilot lines. So this is maintaining Europe's leadership, competitive advantage in innovation. Innovation is of absolute paramount importance to fuel the digital transformation. If we look at IMEC, Europe has world-class innovation centers, research technology organizations like IMEC, LETI, Fraunhofer, and many others across Europe. So the joint undertaking investment in the 4 pilot lines really cements the positioning and the leadership of Europe to provide the innovation pipeline and the innovation technologies that is needed, not only 2 nanometer, but also technologies that are, lower power consumption, high performance, as well as, enabling the industry's roadmaps. These are the 2 are key. So if you look at from innovation to manufacturing, the gaps today are, to really complement the resilience and agility of a supply chain is, as we have experienced during the COVID, it's the back end, the packaging, but also the intermediate step, which is the design. So now everything is more like system-level integration, design requirements. So you look at it from the system and you go all the way down, what technologies, what materials, what equipment that you need. So these are the 2 that really you look at gaps now that will complement, further investment will complement in strengthening Europe's resilient supply chain. Thank you. Madame Le Goerens, tout a l'air simple. On a des sociétés excellentes, performantes. Et puis, on est dans un lieu où le mot simplification était beaucoup utilisé à juste titre. Ce gouvernement qui veut aller vers une simplification, notamment de la bureaucratie. Et quand on parle des aides, des choses extraordinaires ont été faites. Le CHIPS Act, 43 milliards d'euros. Puis quand on voit les montants aux États-Unis, j'ai vu récemment que Intel va recevoir 20 milliards d'aide aux États-Unis. Alors, les montants, c'est une chose, et puis la capacité d'utiliser, d'exploiter rapidement que ces milliards infusent. Est-ce que là, quand vous êtes des dirigeants qui devaient remplir de la paperasserie, il faut l'appeler par son nom, des tableaux Excel à n'en plus finir, est-ce que peut-être c'est pas un endroit où on peut peut-être faire un appel ou expliquer, est-ce que simplifier, dans le domaine des semi-conducteurs, des aides, il n'y a pas quelque chose à faire? Quelle est votre lecture? Déjà, nous sommes en Europe. Donc quand on décide pas tout seul par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Bien qu'aux États-Unis, vous avez aussi la complexité de chaque État. On a l'impression que ça diffuse beaucoup plus rapidement. Une fois qu'il y a l'annonce, ou peut-être ils sont très forts en communication, mais... Bon, après, il y a aussi les volontés des acteurs. C'est vrai qu'en Europe, c'est pas forcément simple, mais effectivement, alors le ministre Bruno Le Maire n'a pas pu venir ce matin, mais c'est une des personnes avec le président Macron qui porte réellement cette nécessité de simplification. Donc je pense qu'ils ont complètement compris qu'il faut qu'on aille encore plus vite. Nous, on l'a vu quand on compare des investissements en dehors d'Europe et en Europe. C'est vrai qu'en Europe, c'est un peu plus complexe pour réussir à faire, mais on y arrive, et quand on y arrive, on peut réussir à aller quand même relativement vite. On l'a vu, une fois de plus, les 3 projets ST qui ont été adobés par la Commission européenne. On va très très vite derrière pour pouvoir monter les murs et faire en sorte que les wafers sortent, parce qu'au final, on a des clients, que ce soit l'automobile ou l'aéronautique, qui ont besoin de ces produits. Donc oui, c'est complexe. Je voulais juste revenir aussi sur le fait qu'on est dans une industrie stratégique, vous l'avez dit, dans une industrie qui est globalisée et complètement interconnectée. Donc aujourd'hui, nous, on essaye aussi de faire comprendre, alors on a beaucoup parlé problématique géopolitique, c'est effectivement une problématique, et si on pouvait réussir à faire en sorte, en tout cas nous c'est la voix qu'on porte auprès de toutes les instances
gouvernementale, c'est de se dire laissez-nous agir dans un monde globalisé, nous mettre des barrières, que ce soit entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. Au final, ça ne sert personne. Alors je sais que c'est peut-être une pensée idéaliste de se dire est-ce qu'on peut revenir à une industrie globalisée. En tout cas, nous, on en a besoin. Il faut qu'on puisse, que nos puces puissent voyager quand elles sont sous forme de wafer ou quand elles sont sous forme de puces, parce que si on met des barrières, ça devient encore plus complexe pour nous. Donc, là aujourd'hui, c'est quel type de barrières, voilà, comment ça se décline aujourd'hui et comment ça pourrait être amélioré, oui. Alors l'Europe est restée très ouverte, heureusement, mais on le voit par exemple sur des barrières qui ont été mises principalement entre la Chine et les États-Unis. Et forcément, la Chine, après, réagit. Et quand elle réagit envers les États-Unis, mais parfois aussi de façon globale. Donc, ça peut avoir une influence. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé matériaux, mais on a tous besoin de matières premières qui se trouvent parfois sur le sol européen, mais parfois aussi en dehors de nos contrées. Donc il faut réussir à pouvoir avoir toute la chaîne de valeur à disposition. Monsieur Gaudron, vous parliez des puces, mais nous aussi, quand on a beaucoup appris au travers de la pénurie de semi-conducteurs juste après la Covid, où on essaye de regarder aussi notre propre chaîne de valeur en se disant il ne faut pas non plus que nous soyons impactés par une matière première qui viendrait à manquer. Et puis la matière première, c'est notamment l'énergie. On parlait des aides, Monsieur Fakouri. Alors vous qui êtes une société fabless, vous en recevez, ou peut-être vous n'en avez pas besoin de subventions, d'aides pour vous développer plus vite. Comment ça se passe? Si, absolument, on en a besoin, plus que jamais d'ailleurs. On a bouclé un tour de table il y a quelques mois, un peu plus de 34 millions d'euros, dont la moitié est une aide qui vient de France 2030. Et concernant les délais, je veux quand même témoigner sur le fait que, en tout cas dans ce cadre spécifique de France 2030, on sent une vraie différence par rapport à tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Et cette notion de risque et de rapidité se traduit vraiment de façon concrète, puisque je peux dire que nous, on en a bénéficié directement. Est-ce que, en termes d'énergie, je crois que l'industrie semi-conducteur est très énergivore. Là, il y a des évolutions, des tendances intéressantes chez Safran ou Renault. Vous voulez en parler un petit peu de comment Sur la consommation d'énergie? Oui. Alors, en tout cas, oui, c'est un des enjeux majeurs. Comme je le disais, l'objectif côté aéronautique, c'est la décarbonation et d'être la neutralité carbone d'ici 2050. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable pour nous tous, pour la collectivité. Mais donc, en effet, ça passe par maîtriser toute la chaîne de production, enfin, depuis l'extraction de la matière, le recyclage de la matière, c'est aussi un des deuxièmes enjeux. L'utilisation, et donc là, via les semi-conducteurs ou cette intelligence artificielle qu'on va introduire, c'est minimiser la consommation, optimiser l'ensemble du fonctionnement des avions, par exemple, ou des moteurs, mais également toutes les commandes de vol et tout. Donc on travaille beaucoup avec Airbus sur des architectures qui font que demain, on aura une neutralité carbone. Ça va prendre du temps, mais ça exige en effet de maîtriser toute la chaîne. Et la consommation d'énergie, elle se fait depuis l'extraction de matière jusqu'à l'utilisation de nos produits. Et il faut regarder sur toute cette chaîne-là comment on arrive à optimiser en effet la consommation d'énergie. Chez Renault, parce que je me disais effectivement, on parle de volume, aujourd'hui ça vient beaucoup d'Asie, les semi-conducteurs, mais il y a semi-conducteurs et semi-conducteurs, ils ne sont pas tous produits de la même manière, ce sont des pratiques responsables. Est-ce que les donneurs d'ordre, comme Renault par exemple, vous pouvez intégrer cette dimension-là aussi? Vous le faites? Oui, en fait, on cherche à maîtriser la chaîne de valeur. Alors, tout à l'heure, on a parlé de souveraineté. On dessine nos cartes électroniques. Ça veut dire qu'on choisit nos composants électroniques critiques, dits stratégiques. Ça veut dire qu'on négocie les prix en direct avec les fabricants de semi-conducteurs. Alors, il y a toute une partie qui est restée à la main des équipementiers. Les Valeo, Bosch, Continental, qui continuent à acheter en direct, mais une autre partie qu'on souhaite maîtriser. Donc ça, c'est un point important, et y compris sur finalement l'approvisionnement.
Et derrière ça, quand on commence à parler décarbonation, on reprend une voiture, on la découpe. Les premiers éléments qu'on regarde, c'est l'acier, les vitrages, le plastique. Et tout de suite après, arrive pour à peu près 11% du poids CO2 d'une voiture électrique aujourd'hui, l'électronique. Et donc là, on est en train de regarder avec les acteurs, nos fournisseurs, finalement, toute cette chaîne de valeur que vous évoquiez, combien coûte un microcontrôleur en grammes de CO2, combien coûte, on évoquait des socles là, très complexes qui finalement aussi, et là on ne regarde pas uniquement la matière, on regarde comment ils circulent dans le monde, justement, et quels sont leurs impacts. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième, c'est les initiatives qu'on a lancées. On est en train de partir de l'usine de Flins qui ne fabrique plus de voitures pour pouvoir travailler ce qu'on appelle, on a monté une filiale qui s'appelle The Future is Neutral pour travailler le recyclage. Le recyclage et retravailler un certain nombre de voitures également, comme votre téléphone portable que vous rachetez réutilisé à la Fnac, là où ils ont changé l'écran et la batterie. On est en train de faire la même chose sur les voitures et se repose la question de l'électronique. Comment on arrive à changer les cartes, comment on arrive à upgrader des cartes sur des composants clés. Donc voilà des réflexions qu'on lance et d'une part bien comprendre finalement le poids CO2 de l'électronique dans la voiture et réintégrer tout le travail que font les fournisseurs parce que les fabricants de semi-conducteurs ont déjà travaillé ça depuis et avant la crise du Covid donc ils ont déjà des roadmaps très agressives, positivement parlé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des réductions de 15, 20, 25% de CO2 dans leurs usines, et puis derrière, déployer ça pour nos futurs choix, c'est-à-dire choisir un fournisseur de semi-conducteurs demain pour un produit donné et un projet, c'est la technologie, et c'est là où la souveraineté pour moi est importante, c'est-à-dire la capacité de nos entreprises européennes et françaises à proposer de la rupture et garder de l'avance. Deuxième chose, la compétitivité, évidemment, et puis la dimension sécurisation et décarbonation. Et le critère décarbonation, il est désormais pris en compte dans nos choix. Voilà. On va donner la parole justement aux fabricants de semi-conducteurs, Madame Le Grevet. Oui, alors comme vous le disiez, effectivement, si je prends l'exemple de ST, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on travaille sur ces problématiques-là et on a l'objectif, et on le tient pour l'instant, d'être ce qu'on appelle carbone neutral en 2027 sur le scope 1, 2 et une partie du scope 3. Donc effectivement, très très agressif sur ces sujets. Mais comme je le disais au début, nous sommes aussi solution. C'est-à-dire qu'une usine, pour qu'elle consomme moins d'énergie, ça va être justement en mettant plus d'électronique. Une ville, pour qu'elle consomme moins d'énergie, ça va être aussi avec plus d'électronique. Vous prenez par exemple des choses toutes simples, dans une ville, de l'éclairage qui fonctionne en fonction du passage des gens, ça c'est fait avec de l'électronique et des capteurs. Dans une usine, faire en sorte d'avoir de la prédictabilité sur une machine qui risque de tomber en panne et donc qui pourrait soit arrêter, soit consommer plus. Là, c'est pareil, avec de l'électronique et de l'intelligence artificielle, on peut faire ce genre de choses. Donc, non seulement on est à la pointe en termes de neutralité carbone, mais en plus, on vient vraiment apporter des solutions pour que toutes les autres industries puissent aussi consommer moins. L'industrie des semi-conducteurs concerne tout le pays, voire l'Europe, mais parlons un petit peu des territoires, parce qu'il semblerait que un des facteurs clés de réussite, c'est d'avoir un écosystème. Vous employez le mot tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne, parce qu'on a tout ce qu'il faut, on va y revenir tout à l'heure avec le CEA, on a des start-up en France, on a des universités, on a des industries, le soutien de l'État, c'est une industrie très capitalistique. Voilà, comment faire pour développer cet écosystème qui fait qu'une société va décider d'aller soit dans la Silicon Valley, soit à Dresde en Allemagne, et plutôt en France, ce que l'on aimerait privilégier. Alors bien sûr, je suis certain qu'on parlera de l'Isère, qui est quand même l'une des grandes vallées où est présent le CEA Leti, ST, mais aussi de nombreuses start-up et aussi nos fournisseurs, parce que ce soit Air Liquide, Schneider, qui sont aussi fortement présents dans cette région. Donc oui, d'avoir des écosystèmes tels que celui-là sont importants, mais il n'y a pas que en Isère. Nous,
nous, ST, on est très présent aussi sur la région de Rennes, de Tours, du Mans, aussi en PACA, à Toulouse, pour accompagner l'aérospatiale. Donc, il y a effectivement des centres comme ça qui se créent. Il faut savoir que en France, c'est à peu près 18 000 postes qui sont ouverts dans les 3 prochaines années. Je disais que ST, l'année dernière, je crois qu'on a embauché à peu près 1200 personnes. Donc, c'est important de pouvoir être là. En Europe, c'est 350 000 postes dans les prochaines années qui sont ouverts dans l'électronique. Donc, il y a aussi un partenariat qui se fait avec les universités pour être sûr d'avoir les bonnes compétences. Et ensuite, il faut attirer. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, déjà, il faut les attirer vers les STEM. Donc, on fait beaucoup. Là, aujourd'hui, commencent les stages de seconde. En France, pour rester, c'est un peu plus de 150 stages que l'on propose. Donc, 150 jeunes qui vont arriver. Je vais discuter avec ceux qui seront sur le site de Paris cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, oui, aller chercher les jeunes qui viennent plus vers les STEM, travailler avec les universités pour être sûr qu'on ait les bons programmes et ensuite les bons intitulés de programme aussi, il faut que ça donne envie. Les bons intitulés, on en avait parlé quand on a discuté. On s'est rendu compte que vous appelez un cours le futur des semi-conducteurs ou vous appelez un cours comment changer la décarbonisation et la digitalisation, déjà vous attirez beaucoup plus. Donc il faut nous aussi industriels qu'on fasse un gros travail sur la façon dont on raconte l'histoire pour pouvoir attirer plus de jeunes, et je suis obligée de le dire en tant que femme aussi, plus de jeunes femmes vers nos industries. Parce que le numérique attire beaucoup, on est dans cette mode, à juste titre, sauf que l'électronique a des cartes à jouer, vous le dites, il y a des perspectives de carrière formidables et des besoins énormes, et peut-être qu'en termes de communication, l'image de l'électronique est passée un petit peu derrière le numérique, hein, c'est ça ? Oui, il ne faut pas non plus confondre l'électronique, effectivement, et le numérique. Donc, il y a vraiment cette histoire qu'il faut qu'on arrive à raconter, à embarquer pour que, et on le sait, hein, que les jeunes viennent non seulement vers l'industrie, mais encore plus vers l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs. Alors, j'imagine que chez Safran aussi, on embauche en ce moment. Mais petite question, je reviens sur la nécessité d'ancrer des outils, des capacités de production en Europe. Vous me parliez des fonderies, hein. Combien sont prévues, installées, et il en faudra combien en Europe ? Disons que je ne suis pas le spécialiste des fonderies, hein, mais c'est plutôt... Vous m'en avez parlé. Mais en effet, ce que je disais, c'est qu'il est important de continuer à ancrer des outils de production en Europe. Et même si on a une industrie globalisée, et nous c'est pareil, hein, on a aussi de la matière qu'on extrait un peu partout dans le monde, il faut qu'on ait un certain nombre de cycles courts, d'écosystèmes, exactement comme on disait tout à l'heure avec sur la région d'Isère, mais il faut qu'on ait une industrie qui s'installe en Europe de manière sur l'ensemble du panel. Et moi, je disais que aujourd'hui, les fonderies existantes en Europe, ou même les projets en cours, ne couvrent pas forcément l'ensemble des technologies. Et donc, on devra toujours faire appel, en ce moment, ou du moins à court terme, sur les fonderies chinoises et taïwanaises. Et c'est là où on a un risque dans l'évolution et la croissance de l'industrie, de l'industrie aéronautique, mais aussi automobile. Et donc, il est important de travailler à protéger cette industrie-là, la façon dont on peut être performant. Et donc là, je pense aussi, hein, c'est pareil, hein, la performance et on va dire la partie économique, puisqu'on travaille aussi pour évidemment maintenir le prix de ces composants au plus compétitif possible. Mais en tout cas, il y a une question vraiment de souveraineté sur lequel là, il faut être prêt, pour moi, à engager des fonds supplémentaires, quitte à en payer aussi un peu le prix, mais pour protéger aussi cette capacité à concevoir, à produire en Europe pour nos propres applications, et ne pas tout le temps nous reposer sur nos collègues américains ou la Chine et Taïwan. Je vais te dire qu'il y a 25 projets, juste pour avoir un ordre de grandeur, je vous donne tout de suite la parole, 25 projets de fonderie aux États-Unis. On en est où en Europe, en Asie Alors, il y a environ entre 15 et 20 projets en Europe, mais on en a 3 fois plus en Asie. 100 projets, ouais. Ah oui, on a une centaine de projets. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des chiffres qui font réfléchir, où
malgré tout, et pourtant malgré une Europe qui a une industrie qui pèse dans le monde et qui utilise, qui est consommatrice de tous ces composants-là, aujourd'hui, la progression des investissements sur cette filière-là est encore très très faible par rapport aux besoins globaux. Et Christophe Gaudron. Un petit complément, il faut qu'on parle de nodes, en fait, de précision de gravure, parce que pour être très très concret, on voit beaucoup dans la presse et dans la communication la course à des nodes très avancées. Mais finalement, c'est pas beaucoup de composants, ce sont pas beaucoup de composants, ça. On évoque des composants pour Apple, sûrement, mais encore une fois, dans un Apple, il y en a plein d'autres, et dans une voiture surtout. C'est-à-dire que quand on parle de 7 nanomètres, on a éventuellement un radar, on a le SOC qui permet de gérer le multimédia de notre voiture, mais tout le reste, il se balade, on l'a évoqué tout à l'heure, on doit avoir des choses à 350 nanomètres chez nous. Donc un parking aid, un aide au parking, c'est 350 nanomètres. Les systèmes pour gérer vos éclairages et vos LED, on doit être à 200. Donc vous voyez, et donc il y a un balayage dont on a besoin, et c'est ces chips-là dont on a besoin en grosse quantité, parce que pour le coup, on en a plusieurs, et beaucoup. Donc il faut investir non seulement, évidemment, sur des choses qui traitent les GPU, CPU, de l'intelligence artificielle, évidemment, les SOC très techniques, mais également pour tout le reste de ces produits dont on a des forts besoins. Et pendant la crise, il ne nous manquait pas les chips finalement de 7 nanomètres. On les avait, ils étaient sécurisés. Ce qui nous manquait, c'était les chips de 90, 150, vous voyez. Donc notre attention, elle est pas seulement sur les annonces de la course aux 2 ou 3 nanomètres, elle est sur le reste également. Et là, on a une carte à jouer aussi en Europe. Un mot de conclusion ? Et c'est là où il faut justement, quand on est en train de travailler sur le Chip Act 2.0, qu'on fasse bien comprendre où sont les réels besoins pour l'industrie, pour pouvoir accompagner tout l'écosystème, et qu'on puisse, vous l'avez dit, et peut-être un mot de fin, qu'on continue à travailler tous ensemble, aussi bien privé que public, industriel, start-up, tout l'écosystème, parce que c'est comme ça qu'on arrivera réellement à faire comprendre quels sont les besoins, parce que oui, en dehors de l'Europe, en Asie, aux États-Unis, les choses vont vite, les capitaux sont phénoménaux, et il faut vraiment qu'on puisse continuer à être aidés. Je crois que c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, puisque tous les acteurs sont représentés, voilà, transversal, incontournable, on l'entend en appréhendant mieux vos secteurs et vos besoins. L'industrie des semi-conducteurs constitue, on comprend bien, le socle industriel d'un monde plus connecté, plus intelligent, vers lequel on va. Et on voit bien qu'il se place au cœur de la dynamique industrielle française et que c'est un facteur important de compétitivité et une clé de voûte de la souveraineté stratégique économique nationale. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants qui nous ont décrit ces enjeux.